Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport mayennais. On reçoit ce soir Laurent Léry, le président du Stade Lavallois. Bonsoir président. Bonsoir. On va évidemment parler du très bon début de saison du Stade Lavallois, des projets qui arrivent ou encore la rénovation des Gandonnières, de Le Basset, on va évoquer tout ça. Mais tout de suite, le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène, le Stade Lavallois, évidemment avec Laurent Léry, le président, mais aussi du futsal. L'Étoile Lavalloise joue la Ligue des Champions en ce moment même, du handball ou encore du basket. Allez, l'invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Laurent Léry, Laval est leader du championnat de Ligue 2. Est-ce que vous êtes surpris ? Non, pas surpris, on va dire concentré, serein, satisfait évidemment et fier de tout ce qui a été réalisé finalement depuis 2 ans et demi, parce que tout ça a démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi, dans un projet global qui s'inscrit non pas à court terme mais à long terme, et les choses arrivent un peu plus vite. Mais profitons-en parce que je crois que le projet global 425 est bien compris de tous les collaborateurs, de tous les joueurs, du staff. Pourquoi ? Parce qu'on l'a construit ensemble. Et à un moment donné, cette motivation qui est bien tracée dans la tête de tout le monde, le sport est fait d'individualité mais doit gagner collectivement. Et moi, dans mon projet, c'est le collectif qui prime. Et cette réussite, en fait, de début de saison, elle est collective. Et ça, je suis très fier de ça, parce que j'ai le sentiment qu'on se comprend dans le club. Et quand on se comprend, et quand on a ce supplément d'âme, en général, on fait des belles choses. Vous êtes le premier monte en Ligue 1, c'est pas une nouveauté. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on peut se permettre d'y croire quand on est président de la Ligue 1 ? Il faut rester les pieds sur terre ou on n'y croit pas cette saison ? Mais après, comment vous le sentez ? Il faut rester les pieds sur terre. Il faut par contre regarder les étoiles. Et quand dans ce projet en 3 R, remonter, rester, rêver, j'ai annoncé d'entrée les 3 R. Là, on est dans le rêver. Là, on est dans le remonter, rêver. Parce que remonter, rêver, il y a structurer. Et moi, mon métier de président, c'est de structurer le club. C'est de faire en sorte que tous les jours, tous les collaborateurs, tous les joueurs, le staff, fassent leur travail le mieux possible. Et c'est pas parfait. Et donc j'observe, j'écoute, je discute, je dialogue, et j'essaie de mettre dans la mesure de mes moyens, dans la mesure où je l'accepte, des petites choses qui vont permettre d'améliorer le quotidien de chacun tous les jours. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, je pense, de rêver à terme. Vraiment. Vous parliez notamment de la solidarité sur le terrain, un groupe très uni. Le groupe vit bien, on peut vraiment le dire à Laval. Le groupe vit bien aussi, il y a une unité avec le public. Tout n'a pas été facile depuis la première journée face à Angers. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et comment ça a évolué ? Et 5 matchs à guichet fermé déjà cette saison. Comment ça se passe avec les supporters et quel engouement il y a et comment vous le voyez, vous ? Les supporters, on fait ce métier pour les supporters. On fait ce métier pour ne pas jouer à huis clos. On fait ce métier pour partager. On fait ce métier pour vibrer. Évidemment, si on n'a pas de supporters dans les tribunes, c'est triste. Et en fait, ce métier n'aurait pas de sens. Maintenant, on doit vivre ensemble dans un état d'esprit qui, pour moi, est extrêmement important et qui doit respecter l'autre. Et évidemment que dans ce projet, j'ai expliqué les choses dans le fil de ce que l'on souhaite, et pas ce que je souhaite, de ce que le commun des mortels souhaite, c'est-à-dire les familles quand elles viennent au stade, les enfants, toutes les générations, de vivre ensemble pour apporter de l'énergie à notre équipe, pour qu'elle puisse avoir, on va dire, le 12e homme, et pour vibrer et pour gagner ensemble. Et ça, on le réussit. Et de temps en temps, il y a des petits accros. Il y en a eu un contre Angers, et j'avais prévenu. Et donc, cet accro, j'ai souhaité marquer, en rappelant à ces supporters qui n'ont pas respecté le contrat, que je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc, évidemment, j'ai tapé fort immédiatement pour bien leur faire comprendre, mais surtout aussi pour engager le dialogue. Et pour les rencontrer et leur dire, on est ensemble, mais pas n'importe comment. Et pour vous, ça ne peut pas faire partie du folklore, cette rivalité. Quelques insultes qui traînent, bien évidemment, pour vous, ça peut pas. Alors, des insultes vis-à-vis de moi, je les assume. Et d'ailleurs, vous avez vu ce Larry Out qui m'a plutôt fait rire. J'aurais même d'aucuns auraient porté plainte. J'ai pas porté plainte. J'ai assumé. Par contre, des insultes vis-à-vis de l'équipe adverse, des insultes vis-à-vis des spectateurs adverses, des propos homophobes, comme on entend.
je pense qu'on est dans une société, aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Hein, je ne vais pas citer les mots, vous les connaissez, on les connaît tous par cœur. Et quand on passe à l'écran, quand on a des enfants autour de nous, quand on est dans une société qui partage, eh bien, il y a des mots interdits. Et ces mots interdits ont été prononcés. Et moi, dans mon projet, c'est pas une surprise, puisque je l'ai annoncé d'entrée, que je sanctionnerais tous les gestes ou tous les actes qui ne sont pas conformes au projet et surtout au règlement. Parce qu'il y a un règlement derrière. Okay. Et donc, à partir de là, j'ai sanctionné, puis j'ai dialogué. Et on est tombé d'accord. Et on vient de vivre Saint-Étienne à domicile. Alors, évidemment, la défaite, on y reviendra, est là. Mais toute série a une fin. Et donc, on assume. Par contre, je remercie tous les spectateurs, parce que ce match à 9300 spectateurs, c'est extrêmement bien passé. J'ai entendu des noms d'oiseaux dans le COP stéphanois. J'en ai pas entendu de notre côté. Donc tout va bien. C'est-à-dire que là, on porte tout ce que j'aime. Voilà. Pour parler plus sur le sportif, en début de saison, vous avez recruté un nouvel adjoint, Francis de Persin. Il y a un nouveau kiné aussi qui est arrivé, un préparateur physique. Est-ce que pour vous, c'était important, vous le dites souvent, de gaper, d'augmenter, d'élargir ce staff, c'était important? Et est-ce qu'on peut attribuer le début de saison à ça aussi, le très bon début de saison? Bien sûr, ça fait partie de la réussite. Olivier, je pense qu'il ne s'était pas... il me l'avait demandé, mais je n'avais pas les moyens à l'époque, de staffer un peu plus pour performer, pour que lui ait plus de temps d'observation des situations. Donc on a effectivement engagé Francis de Persin dans le fil de savoir-être et savoir-faire. Parce que si c'est une de vos questions suivantes, si on a cet état d'esprit-là, on est très observateur sur le comportement des collaborateurs qu'on intègre. Et je crois que, alors évidemment, on se trompe parce que c'est pas une science exacte, mais tous les gens qu'on a intégrés, Francis, Clément, Antoine, toutes ces personnes complémentaires au staff, ils sont dans le fil savoir-être, savoir-faire, et ça permet d'aller plus loin dans la préparation, ça permet d'aller plus loin dans les entraînements. Et évidemment, si on est premier, c'est peut-être pas par hasard. Le groupe aussi est recruté sur ce que vous dites, le savoir-être, le savoir-faire depuis... Il y a des garçons qui sont là depuis 3 ans, les plus anciens. On parle des Jimmy Roy, des Jordan Adeoti. Quand je disais tout à l'heure, le groupe vit bien, ici à Laval, c'est vrai, c'est important d'avoir un groupe uni et on voit des garçons qui se battent les uns pour les autres. Toujours, on a vu la causerie d'Anthony Gonçalves avant le match face à Saint-Étienne. Ils sont toujours là les uns pour les autres. C'est ça que vous recherchez, une équipe unie avec des mecs quand même qui se bagarrent sur le terrain, mais avec vous savez, dans toute organisation humaine, quelle qu'elle soit, c'est toujours comme ça que la réussite arrive. C'est-à-dire qu'on embauche des gens pour des compétences, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le savoir-être, c'est le vivre ensemble, encore une fois, je ne vais pas me répéter. Mais ça, c'est des ingrédients de la réussite, et c'est pas moi qui les ai inventés, c'est la vie. Et quand on observe toutes les grandes réussites qui existent autour, ça se fait pas à court terme, ça se fait plutôt à long terme, et ça se fait dans un supplément d'âme permanent. Et moi, c'est ce que je tiens, c'est ce que je veux mettre en œuvre, et comme je le dis souvent, je ne sais pas faire autrement. Et donc cette réussite, elle est liée aussi aux moyens financiers qu'on se donne. Mais le moyen, l'argent n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Donc je mets les moyens que je peux mettre pour l'équilibre de la responsabilité économique, et je mets tout le reste dans le savoir-être. Et je pense que les deux piliers, quand ils montent ensemble, on trouve l'équilibre, et là on peut vivre des très grandes choses. Et ça peut être au contraire pas dangereux, c'est que du foot, mais risqué de proposer un contrat de 3 ans à un joueur qui va pas performer ou dont on voudrait se débarrasser, ça arrive dans le foot aussi. Il y a ce risque-là aussi finalement. Ouais, mais le risque, ça fait partie de la vie. L'incertitude, ça fait partie de la vie, et moi j'adore l'incertitude et le risque. Et je vais vous retourner la question, quand on embauche à 1 an, les risques sont beaucoup plus importants dans l'autre sens. Donc entre les deux, mon cœur ne balance pas. Et j'ai lu dans une interview que vous aviez fait au Figaro que vous compensiez les départs de certains joueurs dont il restait 1 an de contrat, pour les nommer, Sébastien Da Silva ou des garçons comme ça, qu'on a dit, vous pouvez aller trouver ailleurs, on paye la... C'est rare dans le foot où ça se fait ou... Je sais pas si c'est rare. Pourquoi le faites-vous? Mais parce que je veux pas bloquer la carrière d'un joueur dans les deux sens. Un joueur qui manque de temps de jeu, si on le garde, il aura encore moins de temps de jeu parce qu'on gappe l'équipe. Donc à un moment donné, ça le pénalise. Donc autant qu'on trouve un terrain d'entente amiable, qui respecte les parties, pour que ce joueur trouve un autre club avec un projet qui sera plus en phase avec son niveau du moment et qui retrouve du temps de jeu.
Et donc, on se met d'accord dans la responsabilité sociale pour dire, et j'ai activé ce sujet-là 3 fois, 4 fois même, à l'intersaison, pour expliquer à ces joueurs que malheureusement, ils auraient peut-être encore moins de temps de jeu la saison prochaine. Donc, autant qu'ils trouvent une solution pour leur carrière et que j'acceptais d'assumer la différence. Ok. Parlons toujours argent dans le football, ça revient souvent bien évidemment. On dit que le stade, enfin on l'a dit souvent que le Stade Lavallois avait augmenté son capital, il me semble que c'est 11,5 millions désormais. Alors pas le capital, le budget. Le budget. Concrètement ça veut dire quoi justement? À quoi sert cet argent dans un club? Ça veut dire quoi? Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a le capital social de l'entreprise, financier. On a augmenté le capital de 2 millions en fin de saison pour le porter d'1,6 million à 3,6 millions, qui va servir à investir dans la structuration du club. Notamment la réfection des plaines des Gandonnières, notamment la réouverture de centres de formation. Et ça, c'est quasiment 1,5 million d'investis immédiatement. Et donc, ce capital a servi à ça. Et ensuite, il y a le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, les 11,5 millions, on est effectivement passé de 8,5 millions à 11,5 millions d'euros. C'est une première dans l'histoire du club. C'est une première dans l'histoire du club d'avoir dépassé les 10 millions. Et ça, c'est fait par des produits exceptionnels, notamment la vente de certains joueurs. Et vous allez me poser forcément la question derrière, je la vois venir. Et puis surtout les partenaires. Puisque on a augmenté nos prestations, upgradé notre volume. Et donc, quand on additionne ces produits exceptionnels, l'augmentation du business au sein du stade et de chaque match, la visibilité de la marque, eh bien tout ça a porté notre budget à 11,5 millions. Et ça, encore une fois, je remercie tous ces partenaires, à la fois actionnaires et partenaires, de comprendre ce projet qui est lisible et de dire finalement, c'est le rayonnement du territoire. Ça me permet à mes collaborateurs, à mes clients, encore une fois, de partager quelque chose d'important sur le territoire mayennais, et je joue le jeu du Stade Lavallois. Alors comment est réinvesti l'argent? Quand on parle de transfert, on a vu Tembo Silla qui a quitté le Stade Lavallois. On avait annoncé, sur Oxygène Radio, la somme d'environ 1,2 million, vous confirmerez ou pas. Mais bref, merci de m'avoir posé la question. Mais le pourcentage de vente de Soleil notamment, vous avez de l'argent qui est rentré dans les caisses. Où va cet argent après finalement et à quoi sert-il? Alors, le montant des produits exceptionnels de la saison 22-23 ont été investis à 120% dans l'équipe et le staff. Ça veut dire que j'ai réparti cette somme, plus 20%, pour embaucher évidemment 3 personnes au staff, pour upgrader les 27 joueurs sous contrat dans l'accueil et la masse salariale qu'on appelle de terrain, pour à peu près 800 000 euros. Et donc aujourd'hui, l'intégralité des produits exceptionnels ont été réinvestis, plus 20% dans le sportif. Et pas seulement sur une seule tête, et ça je l'assume, parce que dans la cellule de recrutement, on a pensé qu'il fallait renforcer au poste certains postes, tout simplement. Et donc on a réparti ça sur plusieurs joueurs. Voilà. Et pas seulement un seul. Parce qu'on considère que l'individualité est au service du collectif. Et dans le collectif, on avait des trous dans la raquette. Donc on a embauché plusieurs joueurs. Est-ce que dans cette enveloppe, vous en êtes gardé une partie pour recruter cet hiver, par exemple? On a une petite carotte au cas où, toujours. On est prudent. Et est-ce que c'est un projet encore de renforcer le staff ou même la cellule d'analyste data ou des choses comme ça? Pour vous, faut encore ou vous êtes bien aujourd'hui staffé? Aujourd'hui, on est bien. On est bien. Après, il y aura des petits sujets de team management. On pense que là-dessus, on peut encore gagner des améliorations. La cellule data a été renforcée pour le centre de formation. Donc aujourd'hui, c'est quasiment 4 personnes. Alors, analyse vidéo et cellule data. Et donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je l'ai mis en place quand je suis arrivé. Donc on va effectivement améliorer ces points-là. Oui, il y a de l'amélioration continue permanente. Il n'y aura pas de directeur sportif? Il n'y aura pas de directeur sportif. Ça, c'est sûr? Ça, c'est sûr. Pourquoi vous n'en voulez pas, justement? Parce que je ne veux pas que la responsabilité de recrutement repose que sur une seule personne. C'est trop risqué. Donc sur 3 personnes, ça marche jamais. Ferreira, vous, Laurent Léry et Olivier Frappoli. Exactement. Toujours. Et comme je dis toujours, c'est un sport collectif. Et quand on a une réussite, on la partage collectivement. Et quand on a un échec, on le partage également collectivement. Et je pense que dans le monde du football, moi, c'est mon fil d'entrepreneur. Je ne conçois pas qu'un manager, en l'occurrence Olivier Frappoli, se voit attribuer des joueurs qu'il n'a pas choisis. Et donc je veux qu'il les choisisse.
parce que c'est lui qui va les gérer toute l'année. Ça, c'est logique finalement. Bah, c'est archi logique. Et je vois trop dans certains clubs des directeurs sportifs qui recrutent dans l'intérêt, pas forcément du sportif, mais parfois financier, et qui imposent des joueurs à l'entraîneur. Et j'ai pas d'exemple où ça marche. Et donc moi, je veux qu'Olivier il s'implique dans le sujet. Ok. Pour parler... Alors... Et je crois que ça fait partie de la réussite. Parce que quand on est premier en Ligue 2, avec cette ambiance, eh bien, on n'a pas de reproches à se faire sur les échecs et sur les réussites, parce qu'on les a choisis ensemble. Donc il n'y a pas de sujet. Pour parler sur vos projets futurs, déjà si on peut commencer par les Gandonnières, on a annoncé des travaux. Qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui a déjà été fait, on peut parler notamment du terrain, et qu'est-ce qui va être fait dans les années à venir? Qu'est-ce qui a été fait? Mise aux normes du centre de formation, donc on a réinvesti à peu près 300 000 € dans la réfection, mise aux normes pour la réouverture. Gandonnières pleine d'entraînement. Donc on a construit un bassin de rétention, on a refait une partie des plaines pour l'instant du terrain 6, on va refaire les 3 et 4 au printemps, avec un enracinement profond, dans la transition écologique, avec quasiment une autonomie en eau, donc qui est aujourd'hui en place. On a améliorer toute la partie IT, c'est-à-dire les sujets digitaux, les sujets informatiques. Donc ça se voit pas, mais le système d'information du stade, bon, c'était Zola un peu. Donc on a changé tous nos logiciels, on a relié toute la partie IT, et aujourd'hui on est opérationnel. Bon, ça c'est pour la partie grande eau. Il y a un dernier sujet et qui va être mis en œuvre à partir de 2024, c'est la construction d'un nouveau siège social à proximité du terrain synthétique, pour justement améliorer les conditions de vestiaire pro, améliorer les conditions administratives dans un bâtiment à énergie positive, et rénover le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour le confier au sport féminin, puisque je manque de place. Voilà. Donc il y aura ce bâtiment où les pros sont en ce moment pour les féminines, et donc de nouveaux vestiaires, de nouveaux bureaux. Oui. Pour salle de restaurant, enfin des choses qui sont dignes d'un football moderne. Voilà. Donc mais toujours à la mesure du stade Lavallois. Ouais. Le bâtiment qu'on a aujourd'hui en mieux ailleurs finalement, c'est ça? Exactement. Ok. Et toujours dans l'enceinte des Gandonnières. Et quand verra-t-on ce bâtiment sortir de terre? Je commencerai les études début 2024 et ça va relativement vite parce que ça dépend de nous. Donc moi je pense qu'en 2025 on est opérationnel. Vous êtes dedans? Ouais. Ok. Alors les travaux de Le Basser maintenant, ça c'est un peu plus long, c'est un serpent de mer même au stade Lavallois. Au stade, c'est pas un serpent de mer au stade. Vous allez en parler justement. On en est où finalement de ce projet? On avance vite et bien avec la complexité des collectivités et des instances, puisqu'aujourd'hui le maire de Laval-Agglo, le président de Laval-Agglo et maire de Laval est donc prêt à appuyer sur le bouton. Il reste des sujets de discussion qui sont importants puisque c'est toujours le sujet financier, et que les 3 collectivités se mettent d'accord définitivement sur une enveloppe, et je parle évidemment du conseil départemental, évidemment de Laval-Agglo, j'intègre la mairie de Laval avec, et le conseil régional. Voilà. Donc là, on a, il y a quelques jours encore, eu une réunion importante, où on est d'accord sur l'enveloppe qui sera affinée et de monter les coques financières, structurelles, avant la fin de l'année. Donc ça veut dire quoi? C'est que si tout va bien, là au stade où nous en sommes, et encore une fois je suis très positif, on serait capable de monter les coques, l'enveloppe, pour derrière faire les études en 2024 et poser la première pierre probablement fin 2024 avec une rénovation en 2-3 temps, 24 jusqu'à 26, 27, début 27, 2 tribunes, est-ouest, avec tous les services qui vont avec, puis ouverture de ces tribunes, puis réfection de la tribune dite actuelle, pour donc la bloquer pendant quelques temps, mais on aurait la même jauge, puisqu'on aurait ouvert les 2 tribunes est-ouest, et à l'arrivée de... Est-ouest, c'est les 2 derrière les buts? Oui, c'est ça. Donc tu en aurais une au-dessus du bassin de rétention. Exactement. Okay. Exactement. On aurait 4 tribunes en fait, avec une jauge à 13-14 000. Alors je vais dire entre 12 et 14, et des services qui permettent, encore une fois, au stade de vivre l'objet sportif, mais qui ne soit pas primordial pour l'amortissement global,
de l'investissement financier, mais qu'à l'intérieur de l'enceinte, il y ait un tas de services. Alors on parle d'hôtels, on parle de restaurants, on parle d'entreprises qui vivraient sur place pour permettre d'amortir l'ensemble de l'opération. Okay. Donc tout ça s'intègre dans une démarche globale, notamment dans un quartier aussi, puisque Laval Agglo a raisonné en quartier. Et que finalement, le stade Francis Levasseur serait un poumon de vie, 7 jours sur 7, pour, on va dire, animer ce quartier entre la cité universitaire et la gare de Laval. Donc on y viendrait faire ses courses, exactement, on y viendrait déposer ses enfants dans une crèche, on pourrait venir pratiquer un soin médical, un soin sportif, on pourrait dormir, on pourrait manger, on pourrait faire ses courses. À qui ? Tout ça appartiendra dans le foncier à Laval Agglomération, mais pourrait appartenir à une coque financière privée, dont une structure et un vol serviteur face à vous qui est prêt à investir sur le sujet. Donc le stade, finalement, on aurait donc 4 tribunes. Est-ce que ça serait un stade fermé ? Comment on voit les choses ? 4 tribunes fermées sans angle, pour l'instant. Ok, donc il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de virage. On n'a pas de virage, on n'a pas d'angle. Il y a une version à 18 000, mais je pense que dans un premier temps, il faut déjà qu'on fasse ça bien, que ce soit terminé, que ce soit propre, avec une option possible de fermer les angles à terme. Les petites tribunes, la tribune A et la tribune... tout ça, ce sera complètement soit rénové, on a 2 options, soit démoli et reconstruit. Okay. Avec des parkings. On a parlé souvent d'un terrain tourné... Ça, c'est abandonné aujourd'hui ? Définitivement abandonné, aucun intérêt. Que deviendront les fameux vestiaires qu'il y avait au-dessus des marches, ou même toutes les marches en béton, en goudron, sur lesquelles étaient assis des gens qui ont bien mouillé face à Saint-Étienne, ce bâtiment au-dessus ? C'est détruit, puisque c'est une tribune complète, avenue Pierre de Coubertin, avec à l'extrémité, quand on est sur le terrain, extrémité à droite, un hôtel probablement, la grande tribune, qui sera quand même relativement imposante, même si elle est derrière le but, et puis donc une esplanade d'accès avec des commerces en dessous et probablement des structures d'entreprises qui pourront s'installer à l'intérieur du stade Francis Levasseur, qui sera rebaptisé probablement. D'accord, ce serait plus le stade Francis Levasseur ? On verra. Très bien, ce serait une autre... Il peut y avoir un naming, il peut y avoir plein de choses. D'accord, ok. Vous n'avez pas peur justement que les gens soient attachés à Francis Levasseur restera toujours un endroit, évidemment. Mais voilà, on verra comment les choses évoluent, quoi. Mais il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant de se quitter, je propose qu'on passe à l'interview flash. Des questions très rapides, réponses très rapides. Normalement, ça va venir très vite. Allez, jingle. Club Oxygène, l'interview flash. Alors, président, ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas président du Stade Lavallois ? J'aurais continué de développer d'autres entreprises. Puisque moi j'ai un petit groupe financier avec des participations opérationnelles et dormantes, et donc le Stade Lavallois est une brique de tout ça. Ok. L'équipe que vous rêvez d'affronter à Laval, à Levasseur ? Ça fait partie des objectifs de la saison. J'ai dit à Olivier Frappoli, ce serait bien qu'on puisse avoir une Ligue 1 en Coupe de France à Levasseur. Le PSG ? Quelle que soit la Ligue 1. Voilà. Ok. Pas forcément le PSG. Pas forcément. Très bien. Qu'est-ce que vous faites juste avant un match ? Je fais le tour pour voir si tout va bien. Votre plat préféré ? La paella. L'objectif entre la première et la 9e place, est-ce qu'il a été revu à la hausse ? Non, il peut pas être revu à la hausse puisque c'est la première et la 9e. Non, il reste entre la première et la 9e. Ce qui vous plaît le plus à Laval ? C'est cette relation humaine forte et les circuits courts. Et enfin, pour finir, elle doit vous coûter cher cette saison en prime de victoire ? Ah oui, elle coûte très cher, mais je l'assume, puisqu'on a signé une convention avec les joueurs et je suis très content de leur verser des primes. En général, quand on verse des primes, c'est que ça marche. C'est bon signe. Merci beaucoup, Laurent Léry, d'avoir accordé tout ce temps. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans le reste de l'actualité mayonnaise. Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.